Comment décarboner le bâtiment? Quels sont les matériaux d'avenir de la construction? Comment mieux trier les déchets de chantier? Quelles solutions face aux défis du confort d'été? Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bâtir pour le climat, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Bâtir pour le climat est un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Je suis Carole Ferry, directrice des rédactions. Dans ce podcast, je reçois des professionnels du secteur de la construction durable. Ensemble, nous discutons de leur vision, de leurs projets à impact positif. Ils partagent leurs expériences, ils apportent un éclairage précieux pour vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Très bonne écoute. Bonjour Vincent Calbeau. Bonjour Carole Ferry, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes architecte, originaire de Belgique. Votre agence Vincent Calbeau Architecture est basée à Paris depuis 2010. Vous êtes reconnu pour vos constructions s'inspirant du biomimétisme, c'est-à-dire copiant la nature, avec un style qui s'inspire de la science-fiction, on va dire, très futuriste en tout cas. Pendant longtemps, il s'est dit que vous proposiez des projets incroyables mais infaisables. Sauf que ça y est, vous avez maintenant livré des projets. Alors comment et pourquoi s'inspirer de la nature pour construire nos villes de demain? Qu'est-ce qui marche? Quelles sont les difficultés rencontrées? C'est ce que nous allons voir avec vous. Pour commencer, si vous nous emmeniez dans l'un de vos bâtiments, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? Et en quoi cet espace change notre façon d'habiter la ville? Alors, pour démarrer sur les chapeaux de roue, je propose d'aller avec vous à l'autre bout de la planète, à Taipei, la capitale bouillonnante de l'île de Taïwan. J'ai eu la chance, à 33 ans, de gagner mon premier concours d'architecture pour la construction d'une tour résidentielle de 50 000 m² au cœur de la ville, face à deux Pritzker Prize qui étaient Norman Foster et Zaha Hadid. En fait, j'ai réussi à faire la différence pendant le concours, justement, en faisant une architecture singulière, mais surtout une architecture qui était performative sur le plan environnemental et qui était rentable d'un point de vue financier. C'est la formule magique pour arriver à construire des architectures écologiques aujourd'hui. Cette tour, elle a la particularité de se présenter sous forme d'une forêt verticale, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 22 niveaux qui tournent de 4,5 degrés d'étage en étage pour opérer une vrille de 90 degrés, en suivant la course du soleil et en se protégeant des vents dominants. Et ensuite, elle est recouverte de plus de 23 000 plantes, arbustes et arbres à ciel ouvert, capables de venir stocker 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse naturelle. Quand vous entrez dans votre appartement, vous avez une symbiose intérieure-extérieure, car on a travaillé avec un minimum de matière structurelle pour opérer cette vrille et pour pouvoir ouvrir les fenêtres sur plus de 30 mètres de longueur et vivre en osmose avec son jardin suspendu. C'est d'ailleurs ce qu'on a appelé une sky villa, c'est-à-dire un nouveau modèle d'habitat qui vient fusionner tous les avantages d'un appartement en cœur de ville, proche des commerces, proche de la culture, avec une maison individuelle, avec jardin privatif, mais cette fois-ci suspendu. Le ressenti ? Le ressenti, c'est en fait ce que mes clients ont appelé une tour feng shui, c'est-à-dire une tour qui respecte les saisons, qui respecte une esthétique qui est changeante, justement à travers ces saisons, qui change de fragrance, qui aide au bien-être et à la relaxation. C'est le fait de vivre dans un environnement urbain apaisé et de profiter d'un maximum de nature. C'est aussi, pour les habitants, une possibilité de devenir de véritables acteurs du changement climatique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, en tant que citoyens, aujourd'hui, on nous dit « mangez un peu moins de viande, éteignez la veilleuse de votre télévision, tirez un peu moins de fois la chasse. » Et finalement, aujourd'hui, les citoyens, ils cherchent véritablement de vivre dans des architectures exemplaires d'un point de vue écologique. Et cette tour, elle a reçu notamment les 2 plus grandes certifications mondiales environnementales. C'est la seule tour résidentielle au monde qui a obtenu ces 2 certificats. Le certificat LEED Platinum de l'US Green Building et le certificat de diamant de l'Alliance internationale des bâtiments bas carbone. Qui s'occupe de l'entretien de la végétalisation? Alors tout cela est bien sûr prévu bien en amont. Le but, c'est qu'on a des jardiniers professionnels qui vont intervenir 2 fois par an et qui ne doivent pas rentrer dans les appartements pour accéder au jardin suspendu. Il faut savoir que pour chaque appartement de 600 m², on a un jardin suspendu de 180 m². Et donc, on a des cages d'escalier et des cages d'ascenseur dédiées aux jardiniers qui arrivent directement sur une passerelle technique qu'on appelle un catwalk et qui leur permet de faire le tour à 360 degrés de chaque étage sans déranger les habitants et en conservant leur intimité.
Il doit y avoir des charges importantes tout de même. Il y a des charges importantes, on en parlera après, mais qui sont comblées sur un retour d'investissement. Ce que vous décrivez ressemble presque à un écosystème plus qu'à un bâtiment. Est-ce que vous concevez vos projets comme des organismes vivants ? Dans la nouvelle génération d'architectes, je suis un peu considéré comme l'un des fondateurs du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est quoi ? C'est le fait de s'inspirer des formes, des structures et de toutes les boucles de rétroaction qui existent dans la nature. Par exemple, on a le biomorphisme, où on s'intéresse à la forme d'un être vivant. Par exemple, la coque de nautile qui est parfaite pour augmenter les courants aéroliques dans un bâtiment et pouvoir se passer de ventilation naturelle. On a par exemple la bionique également, qui s'intéresse aux structures et aux surfaces minimales mathématiques, c'est-à-dire le fait d'utiliser le minimum de matériaux pour construire un bâtiment. Par exemple, si on analyse les 4 ailes d'une libellule, on peut constater qu'elles utilisent 80 fois de matière que le corps de la libellule, alors que 80 fois moins de matière que le corps de la libellule, alors qu'elle arrive à faire que ces 4 ailes lui donnent la possibilité de voler. Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans vos bâtiments d'éléments de biomimétisme que vous avez mis en place ? Donc nous au début, on revient un peu en arrière vers 2008-2010, c'était donc 5 ans avant la COP21, mais déjà on avait des grandes personnalités comme Al Gore, Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand qui nous sensibilisaient au dérèglement climatique et au rapport du GIEC. Et donc moi je me suis dit, en tant qu'architecte qui était déjà éco-angoissé, je me suis dit je vais utiliser mon métier comme médium pour être force de proposition et répondre à des questions que personne ne nous pose en tant qu'architecte. C'est-à-dire, par exemple, comment venir en aide aux réfugiés climatiques qui vont être estimés à plus de 1,2 milliard en 2050 selon Oxfam, en construisant des villages flottants destinés aux territoires qui vont être immergés et où les terres agricoles seront salinisées. On a donc créé un think tank avec l'Université de Singapour pour travailler main dans la main avec la municipalité de Kiribati, qui est l'une des premières îles qui va être complètement immergée. Et donc, on s'est intéressé en 2010 à construire une ville flottante directement inspirée de la fine nervuration des feuilles de nénuphar géant Victoria regia d'Amazonie. C'est une feuille lisse de plus ou moins 2 mètres de diamètre et quand on la retourne, on voit l'ingénierie de la nature qui s'est mise en œuvre à travers un réseau de nervures radiales et concentriques qui permet à un être humain de tenir debout sur l'eau sur cette feuille. Et donc, on a scalé ce phénomène structurel pour créer un village flottant qui puisse suivre le mouvement des eaux. Et aujourd'hui, finalement, c'est ça le but de nos architectures, ce n'est plus de construire contre la nature. Par exemple, moi je suis belge, donc j'ai grandi pas loin des Pays-Bas, où on se protégeait de la nature, on construisait des digues protectrices et ce qu'on appelle des polders, c'est-à-dire des amoncellements de sable qui coûtent des milliards et qui ne sont pas du tout pérennes. Et finalement, aujourd'hui, les villes comme Amsterdam ou Rotterdam ont changé complètement leur politique en disant on va construire avec la nature, on va suivre la montée des eaux, on va passer d'un urbanisme terrien à un urbanisme flottant, un urbanisme Et alors, mérien. comment on se protège finalement ? Et donc, mais finalement, en construisant des structures flottantes qui montent avec le niveau des océans en fonction du dérèglement climatique. Et aujourd'hui, je pense que plus jamais une ville comme Dubaï ne construira des projets comme le Palm, qui sont forcément obsolescents. Un autre exemple concret de biomimétisme ? Un autre exemple concret et un des premiers projets un peu laboratoires que l'on a développé, c'est toujours en 2010. On avait créé un think tank avec le MIT aux États-Unis, notamment avec le professeur Dickson des Pommiers, qui est professeur en macrobiologie cellulaire et qui est surtout l'inventeur du concept de ferme verticale. Vous savez, ce concept qu'on a beaucoup vu pendant la session de Réinventer Paris. Le concept, il est simple, rapatrier l'agriculture au cœur de la ville pour ramener les lieux de production au cœur des lieux de consommation. Et lui m'a dit, Vincent, j'ai écrit un livre qui est devenu un best-seller et j'aimerais bien que tu réfléchisses à une architecture qui puisse véritablement s'enraciner sur la pointe sud de la Roosevelt Island à Manhattan. Et donc, on a créé une grande tour mixte de logements et de bureaux qui s'échangent en temps réel les énergies qu'elles produisent. Et tous ces espaces sont construits autour de grandes fermes agricoles qui viennent étager des champs d'agriculture, des vergers communautaires et des potagers suspendus entre 2 grandes ailes de libellules construites avec le minimum de matière. Car finalement, quel que soit le matériau que l'on utilise, le but aujourd'hui en ingénierie, c'est de diminuer la quantité de matière utilisée.
À quel moment la science entre-t-elle dans vos projets? Climatologues, biologistes, ingénieurs, qui sont les alliés invisibles de votre architecture? Donc tous les alliés invisibles de notre architecture, ils sont nombreux. Ils permettent de rendre les projets qui, en apparence, sont irréalisables, réels. C'est-à-dire, ils nous permettent de passer de l'utopie à la concrétisation de celle-ci. Donc nous, dès le début de n'importe quel projet, on travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Au début, c'était beaucoup des paysagistes. Ensuite, on a intégré des ingénieurs agronomes qui avaient la connaissance non seulement de la végétalisation, mais également des substrats pour venir végétaliser nos projets. Ensuite, on a travaillé avec des ingénieurs qui sont spécialistes en génie bioclimatique et qui ont pu nous accompagner dans l'intégration des énergies renouvelables et des systèmes passifs de bioclimatisme au cœur de nos bâtiments pour finalement construire des bâtiments qui consomment beaucoup moins que les standards et qui ensuite produisent l'énergie dont ils ont besoin de façon décentralisée pour arriver à un bilan carbone neutre et une énergie positive. Vos projets, on l'a dit, ont longtemps été perçus comme spectaculaires, mais irréalisables. J'invite ceux qui nous écoutent à aller voir les images, voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui a changé pour qu'ils deviennent constructibles? Aujourd'hui, vous avez combien de bâtiments qui sont construits, qui sont en chantier ou qui vont bientôt être construits? Donc aujourd'hui, on a 4 projets construits, on a 6 projets en chantier et on a une dizaine de projets en études. Et 2 chantiers en France. Voilà, et deux chantiers en France dont je parlerai par la suite. Ici, l'un des derniers projets qu'on a livré, ça s'appelle l'Arche Verte. C'est le musée de la mobilité qui est construit à Dubaï sur le site de Dubaï Expo. Et c'est un projet qu'on a construit pour le gouvernement belge et qui met en place le concept du biomimétisme. C'est-à-dire, au début, avant tout coup de crayon, on a réalisé le volume constructible capable. On l'a mis dans des tunnels avant et des électrodes. Et on a analysé la course du soleil et l'axe des vents dominants pour voir comment on pouvait se passer au maximum de climatisation mécanique au milieu du désert. Et donc, on a creusé avec le vent le bâtiment pour faire en sorte de créer un tunnel qui permet d'augmenter l'effet Venturi et de ventiler naturellement ce bâtiment. Ensuite, on s'est inspiré de l'architecture orientale et on a enveloppé la globalité de la programmation sur 5 étages d'un moucharabier géant constitué de 5,5 km de persiennes en bois de palmier provenant de la recyclerie d'une palmeraie non loin de la ville de Dubaï. Et ainsi, on a prouvé qu'au cœur du désert, on pouvait construire une architecture bioclimatique qui baissait de 70% sa consommation électrique, qui recyclait les eaux grises pour arroser les 2500 plantes et palmiers qui poussent sur le bâtiment, en utilisant des matériaux locaux qui étaient considérés comme déchets, mais que l'on a transformés en ressources. Pourquoi ces bâtiments paraissaient irréalisables il y a quelques années et qu'aujourd'hui, vous trouvez les financements? Alors, je pense qu'il y a 2 choses qui ont changé. Tout d'abord, il y a l'urgence climatique. Aujourd'hui, on n'en peut plus des constats anxiogènes. On les a entendus depuis l'an 2000. Je pense que tout le monde les a bien intégrés, mais on a aussi compris qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions immédiates. Et finalement, l'architecture propose des solutions immédiates. Nous, en tant qu'architectes, on est chef d'orchestre entre des municipalités, entre des investisseurs et entre plein de bureaux d'études qui sont absolument géniaux et qui ont proposé des nouveaux modes constructifs. Et donc nous, à la synthèse de tout cela, on peut être force de frappe en proposant des architectures, comme je les appelle, un peu out of the box. C'est vrai que mes architectures, elles sont caractérisées par le fait, par exemple, de ne pas avoir d'angle droit. Étant donné qu'elles s'inspirent des formes et des structures de la nature, elles sont, on va dire, non conventionnelles. Mais un peu à l'inverse du mouvement des constructivistes qui proposait des bâtiments très compliqués, comme par exemple la fondation Louis Vuitton ou certains musées de Zaha Hadid où chaque pièce de façade, chaque module est différent. Nous, on travaille sur la préfabrication, sur la standardisation des pièces. Moi, aujourd'hui, à 48 ans, je fais partie de la génération d'architectes où on n'a pas grandi avec un crayon à la main. On a grandi avec des ordinateurs. On a commencé d'abord avec la CAO, avec AutoCAD. Ensuite, on a modélisé nos bâtiments. Ensuite, on a fait du BIM. Le problème du BIM, c'est qu'il est basé sur des bibliothèques de données,
où donc chaque fabricant donne ses pièces de châssis, de murs, de typologie de plancher, et on assemble tout ça comme des pièces de Lego. Mais comme on le voit aujourd'hui, ce que vous avez, ça ne se trouve pas dans les bibliothèques. Ça a donné beaucoup de bâtiments hyper standardisés. Et donc, autour de Paris, les nouveaux bâtiments, c'est souvent des cubes avec des trames cartésiennes en façade, et on change un peu le matériau, mais c'est toujours la même fenêtre, et quelle que soit la vie qui se passe derrière, ou la fonction, c'est légèrement ennuyeux. Et donc nous, justement, on a toujours lutté pour ne pas travailler sur base de bibliothèque, mais pour inventer nos processus constructifs, et cela grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture paramétrique. L'architecture paramétrique, ça permet par exemple de créer une surface qui suit parfaitement la course du soleil, qui est par exemple à double courbure, mais de dire au logiciel, crée-moi cette surface à partir d'un et d'un seul module. Par exemple, notre projet à Montpellier, qu'on va livrer ici en mars 2026, c'est un projet de logement de 120 logements, dont 30% logements abordables. Et on a réussi à faire une architecture écologique à rentrer dans les prix, car on a créé un moucharabier géant en façade qui est sculpté. Donc, ce n'est pas une façade lisse qui est sur un monoplan, c'est une façade tridimensionnelle qui sculpte les rayons du soleil. Et on a réussi, à partir de 4 modules qu'on a préfabriqués, standardisés en usine, à rentrer dans les prix. Et ensuite, on a intégré la végétalisation, les énergies renouvelables, les matériaux biosourcés. Votre premier chantier livré, c'était un moment de soulagement ou d'inquiétude ? Un moment assez épuisant, parce que le premier projet que j'ai livré, c'est celui que j'ai gagné en 2010, que j'ai pré-livré en 2020, et dont la livraison définitive sera cette année en 2026. Et donc, effectivement, on sait que quand on développe les premiers prototypes, pour faire ses preuves, eh bien, ça met du temps. On doit développer 2 fois plus de matière grise, on fait peut-être 2 fois moins de chiffre d'affaires, mais en tout cas, on crée une architecture inédite. Et en même temps, c'est un moment d'humilité, car forcément, on a pensé 1001 scénarios. On a simulé les données climatiques, les données géographiques. On a essayé de faire des projets hyper réversibles, hyper flexibles. Mais finalement, on ne sait pas comment les habitants vont s'approprier ce lieu, comment ils vont le vivre, comment ils vont le ressentir. Et donc, c'est avec les années qu'on va savoir comment cela va se dérouler. Et vous en avez déjà quand même qui les habitent. Oui, on en a déjà qui les habitent. Que vous disent les gens qui ont investi vos bâtiments ? Mais donc, ce qu'ils aiment surtout, c'est la flexibilité. Parce que pour nous, au-delà des biosourcés, au-delà des énergies renouvelables, la durabilité d'un bâtiment, ça passe d'abord par sa réversibilité. Et donc, ce qu'on a fait, par exemple, dans le projet à Taïwan, mais aussi dans un projet en cours à Cebu, aux Philippines, c'est de travailler avec des plateaux libres. C'est-à-dire qu'on vient, un peu comme à Beaubourg finalement, sortir la structure et sortir les fluides de l'enveloppe habitée. Pour faire cela, étant donné que les réseaux passent verticalement en façade, on les fait passer horizontalement dans des doubles planchers. Ça veut dire que les habitants, ils ont des salles de bain et des cuisines à roulettes, dans des boîtes à roulettes, qui viennent plugger où ils veulent sur le double plancher en fonction de l'évolution de la cellule familiale. À la base, pourquoi on a fait ça en Asie du Sud-Est ? Parce que ce sont des pays où il n'y a pas de maison de retraite. Ce concept n'existe pas. Et donc, on a 2, 3 et parfois même 4 générations d'une même famille qui vivent ensemble. Et donc, le but, c'est de pouvoir offrir de l'intimité pour chacune des générations, mais également des espaces de convivialité où toute la famille peut se retrouver. Ça fonctionne ? Et donc, ça fonctionne très bien et les gens sont enchantés d'avoir une telle flexibilité sans travaux. Et ça veut même dire, si on veut encore pousser le bouchon un peu plus loin, qu'un plateau résidentiel peut devenir presque du jour au lendemain sans travaux un plateau de bureau, étant donné que tout le bâtiment est pré-innervé. Une fois le bâtiment debout, qu'est-ce qui vous a surpris en bien ou en mal par rapport au projet initial, puisque ce sont en effet des projets futuristes, jamais vus, on peut dire. Est-ce que vous avez eu de mauvaises surprises, au contraire de bonnes surprises ? On n'a presque pas de mauvaises surprises, étant donné que, comme je le disais, aujourd'hui, on est dans une ère où on simule tous les scénarios qui peuvent se passer. Et donc, on sait comment le bâtiment va réagir. Ensuite, donc ce qu'on ne sait pas, c'est comment les gens vont se l'approprier et si les processus de maintenance, qu'on essaie de simplifier au maximum, vont bien se dérouler. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, c'est toujours un peu la question méchante vis-à-vis de la végétalisation, c'est de se dire « Ah oui, mais ça consomme beaucoup d'eau et il faut des jardiniers ». Alors oui, pour ces 2 critiques, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que l'eau utilisée soit de l'eau de pluie, donc récupérée naturellement, ou alors de l'eau grise qu'on vient recycler dans des lagunes de phytoépuration à travers des cascades, par exemple d'eau qu'on peut intégrer dans nos jardins et qui permettent de venir irriguer au goutte à goutte les jardins. Et les balcons. Et ensuite, par rapport à la maintenance, on vise une maintenance 2 fois par an
mais non pas avec des cordistes, non pas avec des systèmes d'accès très difficiles, mais simplement en profitant du linéaire des balcons pour pouvoir simplifier la méthodologie. Et ensuite, le fait d'intégrer beaucoup d'énergie renouvelable comme on le fait, avec des fermes éoliennes sous les toits, avec des canopées solaires, photovoltaïques et thermiques qui génèrent de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire, ça permet même parfois d'avoir des copropriétés à énergie positive. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui vendent l'énergie qu'ils produisent aux bâtiments voisins patrimoniaux et qui du coup font baisser les charges. Et donc ça, c'est quand même très intéressant, notamment pour les municipalités, pour les promoteurs et les investisseurs, de se dire, voilà, c'est des projets sur lesquels on a des retours sur investissement de l'ordre de 150-180% par rapport à un projet classique, et donc qui présente plus ou moins 40% de retours supplémentaires par rapport à un bâtiment donc standard. Ce qui permet d'amortir le budget supplémentaire. D'amortir de 1 les peut-être 5 à 10% de plus-value de coûts de construction initiaux, et ensuite d'aplanir la maintenance. Vous construisez beaucoup plus à l'étranger qu'en France, on l'a dit. C'est une question de réglementation, d'état d'esprit ? Je pense que des réglementations, il y en a partout. Et que, par exemple, les réglementations en Asie du Sud-Est ou aux États-Unis sont beaucoup plus compliquées que les réglementations et les normes européennes. Notamment, je parlais du LEED Platinum. Pour arriver à tous ces objectifs écologiques, il faut être irréprochable et engager des consultants qui n'existent pas en France, par exemple. Les consultants en génie bioclimatique qui vont générer tous les flux aéroliques autour du bâtiment en modélisant presque tout le quartier sur un rayon de 300 mètres. Et donc, on ne peut pas mettre ça sur le dos des normes. Moi, je pense que c'est vraiment un changement d'état d'esprit. On nous dit souvent qu'on vit dans la vieille Europe et que la vieille Europe a du mal à se réinventer, alors que finalement, on est quand même inconsciemment en train de devenir les leaders de la construction écologique. Ce qui change dans la mentalité, c'est tout simplement que nous, on nous a appris à être très prudents et donc à analyser tous les risques avant de démarrer les études sur un projet. Pour l'anecdote, quand j'ai gagné la tour à Cebu, j'avais consulté des ingénieurs qui étaient spécialistes en construction bois. Et ils m'ont dit « Ah, il y a beaucoup de challenges, on n'a jamais fait une telle tour. » Et les ingénieurs européens m'ont dit « Ça va être compliqué, on va diminuer nos marges, ça va pas être rentable, on veut pas trop t'accompagner. » Et puis, j'ai été montrer le même projet à des ingénieurs américains qui m'ont dit exactement les mêmes arguments. « Ah, ça s'est jamais vu, on n'a jamais fait trop ce type de projet, on va développer beaucoup de matières grises, et pour ces 3 raisons, on veut être les premiers à construire cette tour. » Et donc, c'est vraiment un switch un peu d'énergie positive où on a réellement envie de mettre les mains dans le cambouis pour prouver que la transition à travers l'architecture écologique est possible. Vous avez réalisé un bâtiment sans gaine, sans poteaux, pour mieux résister au séisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça protège le bâtiment ? Les séismes, c'est une contrainte qu'on a dans presque tous les pays au monde. Là, je disais, certains plus que d'autres, toutefois. On rénove les thermes nationaux d'Aix-les-Bains, on est quand même dans une zone sismique assez importante. Quand on construit aux Philippines, à Taïwan ou ici avec une nouvelle tour spiralée à Shanghai, on est dans des zones de très haute sismicité. Et en plus, il y a eu le tremblement de terre de Fukushima, donc on a vu l'impact directement des séismes sur notre qualité de vie et sur notre environnement. Moi, à la base, honnêtement, j'étais non sachant. J'ai dit à mon client, pas de problème, on va tout régler, on va te faire la plus belle tour antisismique au monde. Et j'ai vite compris qu'il y avait peu de tours véritablement antisismiques. Et donc, l'art de l'architecte, c'est quoi ? C'est de s'accompagner des meilleurs consultants. Et je suis allé à Chicago chercher le groupe Arup qui est spécialiste en construction antisismique. Et notre ingénieur, King Lee Chang, il a proposé de construire la tour sur un skateboard géant. C'est-à-dire que sous les fondations, on a un système de roulement à billes, comme le roulement à billes que vous avez dans les roues de votre skateboard. Ça veut dire que quand la terre bouge, quand le socle de la ville bouge, la tour reste fixe, étant donné qu'entre le socle de la tour et la ville, on a fait ce qu'on appelle un joint sismique de 2 mètres de largeur. Et ce joint sismique, il descend jusqu'à moins 20 mètres de profondeur et il permet de faire descendre les cascades de phytoépuration et la végétalisation dans les étages de parking et dans les aménités communes de la tour. Aussi, dans ces régions, on a d'une part les séismes, mais on a aussi les typhons dus au climat tropical. Et donc, on a des forces de vent qui opèrent des pressions maximum sur les façades. Ça veut dire que si on construisait les façades comme ici en Europe, avec des joints fixes et durs, toutes les vitres éclateraient. Et donc là, on s'est inspiré par biomimétisme un peu du corps humain, comme par exemple votre clavicule qui relie votre bras à votre cage thoracique. Ça veut dire que vous, par exemple, quand vous faites du sport, votre corps il est souple et tel un roseau, il plie mais ne rompt pas. Ça dépend. Et donc,
Ça dépend de la quantité d'exercice. Et donc, ça permet justement de penser des bâtiments avec des joints souples qui sont capables non seulement d'encaisser les tremblements de terre, les ondes de choc, mais d'encaisser les typhons. Et nous, ce qui est très intéressant, c'est ces expertises finalement qu'on accumule sur les projets à l'étranger. Ensuite, on arrive à les replacer, à les simplifier pour rentrer dans les prix du marché européen. Vous dites que vous faites beaucoup de scénarios. Vous essayez de prévoir tous les scénarios. Là, vous l'avez fait également, j'imagine, sur les séismes. Oui, donc il y a un long documentaire d'1 heure qui a été réalisé par la chaîne Discovery Channel, qui m'a suivi pendant 10 ans sur tous les essais de végétalisation, les essais de prise au vent typhonique, les essais sismiques, où on voit les différentes maquettes qu'on opère à l'agence, qu'on met en situation dans des tunnels des vents, sur des tables vibrantes, où on fait des essais de soufflerie sur la végétation pour savoir comment on doit l'arnacher ou pas, quel type de végétation, d'arbres on choisit, des croissances à bois souple, lentes, pour faire en sorte que tout soit élastique finalement. Parlons énergie. Quels sont aujourd'hui les leviers les plus efficaces que vous mettez en œuvre pour réduire l'empreinte carbone de vos bâtiments ? Donc nous, depuis les analyses du cycle de vie d'un bâtiment que l'on doit générer avec nos ingénieurs depuis quelques années, en gros, il y a 3 grands leviers pour économiser de l'énergie. Tout d'abord, il y a l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est nécessaire pour la fabrication des matériaux de construction. Donc on a le béton, on a l'acier, on a le bois. On a aujourd'hui beaucoup de recherches en développement par rapport à l'acier performant, au béton bas carbone, où on va essayer de baisser la quantité de clinker, qui est le matériau qui demande le plus d'énergie grise pour être chauffé à très haute température et pour rendre les différents liants des bétons efficients. Pareil pour l'acier. On a le bois. Le bois, ça demande quand même beaucoup d'énergie grise, parce que pour faire pousser un arbre pendant un siècle, il en faut de l'énergie, même si parfois elle provient naturellement du ciel avec l'eau et du soleil avec la photosynthèse. Mais en tout cas, c'est un cycle long. Donc ces énergies, on essaie de les économiser au maximum. C'est l'apparition des matériaux biosourcés. Béton bas carbone également. Le béton bas carbone, qui sont plus ou moins favorisés selon les pays. Par exemple, je reviens aux pays avec une forte sismicité. Là, on va plutôt construire en acier, parce que le béton craque sous l'effet des tremblements de terre. Aux États-Unis, on construit plutôt avec le béton. Et en France, aujourd'hui, il y a un peu un dogme du tout bois. Alors qu'en fait, le tout bois n'est pas vraiment raisonnable dans la balance. De plus en plus sur la mixité des matériaux. De plus en plus dans la mixité. Parce que de toute façon, chaque matériau dépend du contexte et de l'architecture que l'on veut construire. Donc ça, c'est l'énergie grise, qui correspond plus ou moins à 40% de l'énergie nécessaire en architecture. Ensuite, on a 20% qui est l'énergie liée au transport. Donc moi, je suis un architecte de la mondialisation. Et donc c'est vrai que quand je travaillais dans des pays étrangers, par exemple au Caire ou à Dubaï, les clients ils me disent je voudrais du marbre de Carrare, ou je voudrais du granit rose du Canada. C'est loin. Et donc on leur dit oui, mais c'est très loin. Et finalement on a des possibilités de matériaux beaucoup plus intelligents, locaux, qui correspondent à la géographie locale et à l'identité vernaculaire du lieu. Mais du coup, pour nous, ça demande beaucoup d'efforts de pédagogie pour expliquer aux clients qu'on peut mettre en valeur ces matériaux locaux. Lui, il rêve de ce qu'il a vu à travers le cinéma, à travers sa culture internationale. Donc ça, c'est un travail qu'on effectue pour toujours faire en sorte d'utiliser un maximum de matériaux locaux. Donc par exemple, à Taïwan, on a remplacé le marbre blanc que voulait le client, provenant d'Italie, par un granit blanc ultra pur qui provient directement de l'île. Et pareil pour tous les bois exotiques qui ont été utilisés, ils proviennent directement de l'île. Et troisièmement, on a forcément l'énergie liée à l'exploitation, où là, les architectures biomimétiques prouvent qu'elles arrivent à faire baisser la consommation, étant donné qu'à la base, les bâtiments sont pensés comme des bâtiments passifs. On va y mettre beaucoup de ventilation naturelle, et ensuite, le reste à produire sera généré grâce au solaire et à l'éolien. Un exemple, là, on travaille sur une tour à Shanghai, où on vient créer des cheminées à vent. Le principe de la cheminée à vent, c'est un principe biomimétique qui pourrait se résumer au fonctionnement d'une termitière. C'est-à-dire que là, on est dans un climat chaud et humide. On a une température de 38 degrés extérieur, chargée à 90% en eau. Et cet air chaud et humide, assez lourd, on le fait passer sous les fondations, à moins 15 mètres de profondeur. Là où presque dans tous les pays du monde, la température de la Terre est à 18 degrés. C'est-à-dire que cet air chaud à 38 est au contact de la Terre à 18 avant d'être réinsufflé plus ou moins à 26-27 degrés dans les appartements. Ça veut dire que plutôt que de rafraîchir la température de 38 à 22, on la rafraîchit de 26 à 23-24. Et donc, on économise presque 80% les climatisations mécaniques. Et les 20% restants, on les produit sur place grâce aux fameuses canopées solaires photovoltaïques.
Vous intégrez végétalisation, production d'énergie, gestion de l'eau. Comment ces systèmes dialoguent-ils entre eux ? En fait, dans la nature, ces trois systèmes, ils sont tout à fait complémentaires et ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Si par exemple on prend l'exemple de la forêt amazonienne, c'est un écosystème dit mature qui n'émet aucune pollution, ne produit aucun déchet, mise sur la coopération entre les espèces, limite les excès provenant de l'extérieur. Et donc, c'est finalement ces 3,8 milliards d'années de recherche et développement qu'on met en valeur dans nos projets pour bien gérer l'eau, faire en sorte de la recycler, avoir une végétalisation intensive qui absorbe le CO2, qui rafraîchit l'atmosphère par évapotranspiration, qui améliore les conditions acoustiques également des bâtiments. Et ensuite, l'énergie. En fait, moi, j'ai toujours été très admiratif de la lier à des circuits économiques. Donc, j'ai toujours été très attentif au discours, par exemple, de Jeremy Rifkin, qui est un économiste américain, qui est l'inventeur du concept de solidarité énergétique. Donc la solidarité énergétique, c'est de se dire, aujourd'hui, on peut avoir des bâtiments énergie positive qui vont redistribuer leur plus-value énergétique aux bâtiments voisins patrimoniaux. Et ces deux mots, solidarité énergétique, c'est exactement ce qu'on a mis en œuvre dans notre projet Paris Smart City 2050, qu'on a développé pendant 2 ans avec les ingénieurs de CETEC Bâtiments pour la mairie de Paris et les services de l'écologie urbaine. Alors concrètement, par exemple, on a proposé de construire des villages verticaux au-dessus des bâtiments haussmanniens rue de Rivoli, pour créer finalement un Haussmann 2.0 en disant aujourd'hui, il est urgent de revoir le plan d'urbanisme en profondeur, de construire moins à l'horizontale, plus à la verticale, d'intégrer par défaut les énergies renouvelables et une végétalisation qui crée ces fameux îlots de fraîcheur urbains dont on a tant besoin à Paris, car Paris est l'une des villes les plus minérales au monde et les plus denses. On pourrait croire que New York est beaucoup plus dense que Paris alors qu'on a 25 000 habitants par kilomètre carré à New York et je pense 23 000 habitants par kilomètre carré à Paris. Et donc, dans cette ville qui a seulement 5,5 mètres carrés d'espace vert par habitant, contre par exemple 45 mètres carrés à Berlin ou 250 mètres carrés à Rome, il est urgent de revégétaliser au maximum en pleine terre, mais également sur les façades des bâtiments qui deviennent l'épiderme végétal de la cité de demain. Mais nous n'aurons pas de bâtiments verticaux au-dessus des immeubles haussmanniens. Alors, toute cette étude Paris 2050, c'était vraiment une étude prospective pour montrer comment l'alliance du végétal, du biomimétisme, des énergies renouvelables pouvait réinventer la ville. Par exemple, un facteur fort, c'était de se dire tout corps en mouvement génère de l'énergie. On pourrait imaginer, par exemple, de transformer le pont Garigliano au-dessus de la Seine en un véritable Ponte Vecchio du futur qui, grâce à des roues à eau, transformerait l'énergie cinétique du fleuve en électricité. On avait proposé avec CETEC Bâtiments de recouvrir les 32 quais de la gare du Nord de dalles piézoélectriques qui transformeraient les pas des 1 million de voyageurs, soit 2 millions de pieds, en énergie pour créer un quartier mangrove qui soit autosuffisant. Alors bien sûr, c'était volontairement des vues de science-fiction, c'est-à-dire basées sur la science, mais sur un scénario fictionnel qui avait pour but aussi de prendre le plan climat-air-énergie, qui vise à réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre dans les capitales d'ici 2030 et à 100% d'ici 2050. Et donc, ensuite, toute cette étude, elle a été condensée et a participé à l'élaboration du PLU bioclimatique. Car finalement, le PLU bioclimatique, il dit plus de végétalisation, plus d'énergie renouvelable, plus de biosourcés et surtout plus d'espace vert en pleine terre. Et donc, aujourd'hui, le PLU va accepter progressivement de venir rehausser les bâtiments, non pas de 10-15 étages comme on l'avait dessiné, mais de 2-3 étages par-ci par-là, dans les dents creuses, peut-être autour de la petite ceinture, peut-être qu'un jour, le périphérique deviendra le 21e arrondissement de la ville de Paris, qu'on y construira véritablement des fermes urbaines et qu'on viendra véritablement cicatriser cette plaie béante entre le Paris historique et le Grand Paris. Et donc, tout cela fait partie aussi de notre démarche d'architecte de participer à l'élaboration des PLUI. Car un autre exemple, on travaille sur un projet qui s'appelle Les Serres, à Chavannes-Pré-Renan, donc entre le lac Léman, juste à côté de l'EPFL. Et là, on avait un PLUI qui disait qu'on pouvait occuper 65% de la surface au sol. Mais on ne pouvait pas construire plus que R+4, R+5. Ça veut dire qu'avec les parkings, on allait bétonner l'ensemble de la parcelle. Et donc, main dans la main,
avec mes clients, on a été voir la municipalité, on les a sensibilisés notamment au parcours de l'eau, à l'intégration maximale du végétal, et on leur a dit, on vous propose de construire un peu plus haut, de venir ensuite épaneler les bâtiments du nord au sud pour venir se ramifier naturellement au tissu urbain existant des années 60. Et du coup, on a pu libérer un parc public d'1,5 hectare qui appartiendra à la ville et qui va venir fédérer non seulement les nouveaux bâtiments qu'on va construire, mais aussi les bâtiments des années 60 qui sont un peu en souffrance à l'entrée de la ville. Et donc, toute cette stratégie urbaine, finalement, participe à augmenter la qualité de vie des bâtiments dans les bâtiments que l'on construit, mais aussi dans les bâtiments existants. Ça permet de venir créer un véritable poumon vert au cœur de ce quartier qui avait été un peu délaissé. Est-ce qu'il y a eu des résistances, des incompréhensions, voire des rejets à tous vos projets ? Donc il n'y a que des résistances, que des rejets et que des incompréhensions qu'on essaye de soulever avec beaucoup d'énergie. Et donc c'est vrai que j'aime bien citer une punchline de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils l'ont fait ». À un certain moment, nous, on est obligé de mettre des œillères un petit peu et de se protéger de tous les vents de contestation et de finalement une société qui est un peu moins progressiste qu'avant, qui est de plus en plus conservatrice et qui veut à tout prix faire perdurer le modèle hyper énergivore que mes parents ont connu. Et donc, pour changer de modèle, il faut être persévérant, il faut faire ses preuves, ça met très longtemps. C'est pour ça qu'on n'a pas encore beaucoup construit, même si on présente beaucoup nos projets dans des conférences internationales, dans des séminaires. Et que vous recevez beaucoup de prix. Dans des expositions, et que nos quelques projets ont tous reçu une quinzaine de prix. Mais c'est le parcours du combattant, je ne le cache pas. Mais au moins... en tout cas, je pense qu'on fédère autour de notre équipe des jeunes architectes qui viennent de partout. On a des Indiens, on a des Américains, on a des Asiatiques qui viennent travailler à Paris pour justement inventer des projets qui n'existent pas encore. Et je pense que tout le monde, en dehors de son salaire, est très content de se lever tous les matins pour inventer des nouveaux prototypes architecturaux. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur cette histoire de budget. Vos projets, ça peut faire peur d'un point de vue du coût, mais vous dites aujourd'hui, j'ai les solutions et ça n'est pas un problème, l'argent. Donc effectivement, je pense que en Europe, les politiques les plus conservatrices diront toujours une architecture écologique, ça coûte trop cher. Mais tout ça, c'est basé sur beaucoup d'a priori, de dogmes et peut-être sur quelques méconnaissances. L'architecture, c'est pas un truc de bobo gaucho écolo de Paris. Il faut savoir que nous, le but de l'architecture biomimétique, c'est de faire rimer écologie avec rentabilité financière. Parce que quand on intègre les matériaux biosourcés, quand on intègre les énergies renouvelables, quand on intègre des systèmes de rafraîchissement naturel du bâti, forcément, on baisse le bilan carbone et on baisse la quantité d'énergie qu'on a besoin pour l'exploitation de nos bâtiments. Ça veut dire que si ceux-ci coûtent 5 à 10% plus cher en coût de livraison, ce 5 à 10% sont directement récupérés en 3 ans, étant donné qu'on a un retour sur investissement important de l'ordre de 150 à 180% sur ce type de projet. Et donc, les promoteurs avec qui j'ai travaillé, ils estiment que le taux de rentabilité est plutôt 40% supérieur à la moyenne, avec un taux à 14, plutôt qu'un taux variant entre 8 et 10%. Entre la quantité d'argent qu'on met pour la construction et la quantité d'argent que ça nous rapporte. Ça veut dire également que ce type de bien, qui tout d'abord, on essaye de faire des bâtiments qui soient les plus beaux possibles, les plus pérennes, eh bien les gens en prennent soin. Et vu qu'ils en prennent soin, ils prennent de la valeur. Ils peuvent prendre jusqu'à 20 à 25% en 3 ans. Et donc, cela, c'est intéressant pour les loyers et c'est également intéressant pour la revente. Et donc, ça vient dynamiser finalement le marché immobilier qui est tout à fait ranimé par ce type de projet. Et si on imaginait que tous les projets d'un quartier étaient construits de la sorte, on aurait véritablement des écoquartiers moteurs avec des citoyens qui soient vraiment proactifs, qui soient acteurs du changement. Et justement, les promoteurs et les investisseurs pourraient mieux travailler main dans la main avec les municipalités qui seraient rassurées. Et alors, je ne sais pas pourquoi, il y a un peu du bashing écologique en disant c'est trop compliqué, c'est pas comme on fait d'habitude, il faut se remettre en question. Mais justement, c'est ça qui est excitant dans la vie, c'est se remettre en question. Notamment, par exemple, moi qui ai beaucoup travaillé en Asie,
l'Asie qui était montrée du doigt comme étant les grands pollueurs de la planète parce que finalement, ils avaient rapatrié chez eux toutes nos industries. Et donc forcément, ils avaient des émissions de carbone énormes. Ils se sont dit, nous, on est les plus grands pollueurs de la planète. Non, on va vous montrer qu'on a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs projets d'architecture qui sont exemplaires. Et donc aujourd'hui, c'est eux qui ont pris finalement le lead pour multiplier le nombre de références qui sont chiffrées, qui sont actées et qui sont étudiées aujourd'hui par le milieu universitaire. On pourrait penser que vos projets concernent essentiellement le neuf, mais non, vous faites aussi de la rénovation. On n'a jamais fait de rénovation jusqu'en 2015. En 2015, on a un peu la communication du projet Paris Smart City 2050, basé sur la solidarité énergétique entre le patrimoine de demain et le patrimoine d'hier, qui a explosé. On en a fait un livre, Paris 2050. Ensuite, on a été invité à beaucoup de concours. Le plus important qu'on a remporté, c'est la rénovation des anciens thermes nationaux à Aix-les-Bains. Donc c'est un immense paquebot qui a été construit depuis 200 ans avant Jésus-Christ jusqu'en 1960. Et donc on retrouve toute l'histoire architecturale des thermes d'Aix-les-Bains, avec le point culminant qui a eu lieu durant la Belle Époque. Donc on a de l'architecture néoclassique, on a de l'architecture Art Nouveau, on a de l'architecture Art déco, on a de l'architecture postmoderne, on a des thermes romains de 200 ans avant Jésus-Christ. Et on nous a dit, il faut rénover ce bâtiment. Sauf que le client, ici Bouygues Immobilier, nous a dit, nous, pour trouver justement un levier financier, on voudrait construire des logements à côté du bâtiment. Et pendant le concours, en fait, on a pris le contre-pied. On s'est dit, c'est un concours d'architecture, mais on va répondre avec une solution urbaine. Et on s'est dit, c'est un grand bâtiment en R+3 et avec une grande toiture bitumée inaccessible. On va rendre cette toiture accessible en créant une route qui permet à tous les piétons d'accéder directement à cette toiture. Cette toiture, du coup, elle s'est transformée en place publique, offerte aux habitants, offerte à la municipalité, faisant le lien entre le bas de la ville et le haut de la ville, entre la mairie et les nouveaux thermes Chevalet. Et ensuite, cette nouvelle place publique, qui va s'appeler la place Georges Ier, on l'a cadrée par 2 mini-forêts verticales. Donc un peu comme notre projet à Taïwan, plus sobre, plus pragmatique, avec un système constructif de moules préfabriqués et standardisés. Du coup, on a véritablement recréé cet écosystème, c'est-à-dire 250 appartements avec des vues panoramiques à 270 degrés sur le paysage savoyard, donc vers le lac du Bourget, vers la Dent du Chat, vers le mont Revard. Et nos paysagistes et nos ingénieurs agronomes, ils ont passé une semaine dans des tentes à dormir sur le mont Revard, sur la face nord et sur la face sud, sur l'Ubac et sur l'Adré, pour étudier toute la végétation endémique qui poussait à travers les saisons selon l'orientation. Et ils ont rapatrié cette végétation sur 3,5 km de jardinières filantes qui vont être arrosées au goutte à goutte via un système de chaîne de pluie. C'est-à-dire, par exemple, c'est un projet où on n'aura pas de gouttière, où l'eau de pluie va être stockée directement en toiture et va descendre suivant des fils, et donc où la descente des eaux de pluie sera visible, comme on le voit parfois sur des chalets savoyards, et qui vont venir irriguer au goutte à goutte en gardant l'azote, le potassium nécessaire à la bonne pérennité des plantes. Et donc, on a gagné ce concours. On vient de déposer le dossier DCE et le chantier va commencer en septembre de cette année. Donc, pour nous, c'est un projet très important parce qu'au-delà de sa qualité architecturale, c'est un projet qui dit il faut arrêter d'étaler la ville à l'horizontale. Il faut commencer à reconstruire la ville à la verticale, non pas construire la ville à côté de la ville avec des actes qui dévorent les territoires agricoles, mais bien en reconstruisant la ville sur la ville. Et donc là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au dogme actuel, nous, on a vraiment travaillé main dans la main avec les architectes du patrimoine, avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui était pour justement intégrer une architecture contemporaine au-dessus de l'architecture historique et entre les vestiges romains, pour dire que finalement, métamorphoser un bâtiment, c'est intégrer chaque époque dans son histoire future. Et donc, ça permet, de façon complètement passive, de mettre en place réellement le concept de la ville du quart d'heure théorisé par Carlos Moreno, c'est-à-dire on doit moins se déplacer, étant donné qu'on vit en cœur de ville, on peut beaucoup plus facilement se déplacer à pied ou à vélo. Et surtout, eh bien, ça évite l'imperméabilisation des sols et l'artificialisation des entrées de ville. Et donc, finalement, tout ça s'est mis en place de façon très naturelle et il y a eu un consensus sur le projet. Et en plus, c'est un projet
qu'on a remporté parce qu'il a été soumis à ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est qu'avant, souvent, on avait des promoteurs et des investisseurs qui travaillaient avec des maires qui choisissaient pour les habitants. Ou qui faisaient un concours et qui choisissaient pour les habitants. Là, le maire, il a dit « Moi, je n'ai pas la prétention de savoir exactement ce qu'il faut faire ». Et il a invité les 3 architectes qui ont dû chacun présenter 2 projets au Palais des Congrès à faire plusieurs conférences devant 1000, 2000 habitants. Et ensuite, les habitants, avec des petits papiers, sont venus voter pour le projet qu'ils pensaient le plus adapté à leur ville, autant d'un point de vue programmatique, fonctionnel, que environnemental et végétal. Et donc, on a eu la chance de remporter le projet avec 65% des voix pour notre projet sur les 6 projets présentés. Il y a une question que nous posons à chacun de nos invités, c'est à quand remonte votre engagement en faveur de l'environnement ? C'était un engagement un peu inconscient qui s'est fait progressivement. Moi, je suis né en 1900, je suis belge, donc en 1977. À l'époque, on était 4,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Et quand j'aurai 73 ans en 2050, la population aura plus que doublé en atteignant 9 milliards d'habitants avant d'atteindre le pic des 12 milliards annoncés pour 2100. Et nous, architectes, on nous dit il faut construire mieux avec moins, mais avec une démographie planétaire complètement exponentielle. Ensuite, il y a eu tous les courants éco-anxiogènes, Yann Arthus Bertrand, Greta Thunberg et les rapports du GIEC. Et ensuite, il y a eu la COP15. Et donc, la COP15, c'est justement à ce moment-là, et je fais la boucle avec le début de l'interview, où on m'a dit tous les constats anxiogènes ont été faits, il nous faut des solutions. Donc, Calbo, on te téléphone, tu vas imprimer en 6 mètres sur 3 tes projets de ville flottante, tes projets de ferme verticale, tes projets de villages reconstruits à Haïti, tes projets de bâtiments végétalisés, et on va les exposer à l'ONU, à la Commission européenne et dans toutes les expos universelles. Et c'est comme ça, en fait, que les projets que j'avais inventés en répondant à des questions que personne ne me posait sont arrivés sur le devant de la scène, et c'est comme ça que j'ai pu finalement rentrer en contact avec des promoteurs, avec des investisseurs, avec des municipalités, avec des grandes commissions politiques qui m'ont commandé des études, des travaux et des projets d'architecture. Mais vous, à quel moment vous avez eu envie de faire ces projets-là ? En fait, pourquoi ? C'est quand j'ai fait justement ces projets complètement prospectifs où moi je refusais de me laisser enfermer dans cette éco-anxiété. Je me suis dit non, il n'y a que des solutions, mais personne ne les a encore proposées. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le milieu de l'architecture un peu européenne, on est assez passif, on n'est pas assez force de proposition. Mais après, je comprends mes confrères, parce que dès qu'on fait des architectures un peu trop disruptives, on est catalogué. Non, mais Vincent Calbo, c'est toi qui as fait le scénario d'Avatar 3 ou tu es complètement à côté de la plaque. Et en fait, non. Mais il faut assumer ces critiques, il faut les dépasser et il faut montrer par l'exemplarité qu'on arrive à construire ce qu'on dessine. Merci Vincent Calbo. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour le climat, un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec votre entourage et laissez un commentaire sur votre plateforme préférée. Bâtir pour le climat, c'est aussi le nom de l'événement pour lequel vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site bâtirpourleclimat.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.